Notre invité de la semaine passe en quelques jours du sommet de l'Everest au bunker d'Urbania, devenant une des rares Québécoises à fouler le toit du monde. Comme si c'était pas assez, elle le fait pour une bonne cause, soit au profit de l'organisme Filles Actives, visant la promotion de l'activité physique chez les adolescentes. Salut Emma Deguara. Allô? Deguara? Oui, Deguara. OK, merci. Disons que tu places la barre haute comme modèle. Je dois me battre avec ma fille, moi, de 14 ans pour marcher au coin de la rue. Alors, je suis pas à veille de lui faire grimper les 8848,86 mètres. C'est quoi l'objectif avant de parler de l'ascension de Filles Actives? Bien, l'idée, en fait, c'est que ça commence vraiment à mon adolescence, en fait, à ma jeunesse, là, mais quand j'étais jeune, je ne faisais pas de sport. J'étais probablement un peu comme ta jeune fille qui a de la misère à marcher jusqu'au bout de la rue. Je demandais un livre pour me rendre à l'arrêt d'autobus. Pourquoi je faisais pas de sport? C'était pas parce que ça m'intéressait pas, mais parce que je sentais pas que c'était fait pour moi, que c'était adapté pour moi. Dans le fond, quand j'ai appris l'existence de Filles Actives, j'étais comme... Pour moi, c'est évident que le prochain défi sportif que je fais, je veux en faire une campagne de sensibilisation, de mobilisation, de financement pour un organisme qui concrètement va dans les écoles, crée des groupes de jeunes filles, de jeunes adolescentes entre secondaire 1 et secondaire 5 et les amène à bouger, être en mouvement, peu importe c'est quoi le mouvement au final. Puis c'est pas dans la compétition, c'est pas dans le dépassement de soi, pas besoin d'aller gravir l'Everest. C'est une drôle de métaphore quand même. Là. Faut s'entendre. On a un extrême. C'est ça. Le but, c'est pas de créer des attentes. Le but, c'est pas d'aller gravir l'Everest, mais c'est juste d'être en mouvement, de bouger pour se sentir bien, connecter aussi avec les gens autour de soi. Fait que voilà, c'est un peu ça l'objectif de Filles Actives. Et concrètement, il faut savoir que 9 filles sur 10 ne bougent pas suffisamment, ne sont pas suffisamment actives. Puis, ça, on parle à l'adolescence. Ouais. Puis, à la fin de l'adolescence, c'est 3 fois plus de jeunes filles qui ont arrêté de pratiquer l'activité physique. Fait que c'est vraiment énorme. Là. C'est important. Donc, ce constat-là, je l'ai vu dans les recherches que j'ai faites. Ouais. C'est énorme quand même. Je pense que pour sonner l'alarme, est-ce que ça a toujours été? Est-ce que c'est un classique, tu penses, d'une période de ta vie ado où tu t'attends moins les cours de patin, de ci, de ça que tu faisais au primaire, t'es slack à un moment donné? Ou je pense que ça vient avec le fait que les jeunes filles ont vu, comme les jeunes garçons, la puberté. Mais pour les jeunes filles, ça vient avec des changements hormonaux. On a une poitrine tout à coup. On a des odeurs différentes. On a des poils, peu importe. Puis les habits d'éducation physique sont gênants. On laisse des ouvertures partout. Là, il y a les petits garçons qui rient de nous, qui regardent. C'est comme l'environnement est vraiment pas propice à. Puis c'est toujours les cours d'éducation physique, c'est toujours dans un aspect de compétition. Donc, ce qui est intéressant, c'est que Filles Actives vient vraiment faire des recherches sur concrètement comment est-ce qu'on est capable, chez les jeunes filles, de les garder en mouvement, puis de quelle façon est-ce qu'elles apprécient être en mouvement. Puis tout ce qui est offre de service, si on peut dire, l'offre de cours, groupe Filles Actives est adapté à ce que la science dit. Fait que c'est ça. Ouais. T'amasses des fonds, dans le fond, pour la sensibilisation. C'est quoi l'objectif? Combien est-ce que tu t'es fixé un montant? Ouais. J'ai un gros objectif. Oh là là! J'ai l'objectif de lever 100 000 $ pour Filles Actives. Quand même! C'est énorme. C'est la plus grande campagne jamais réalisée par un individu, si on peut dire. 100 000, c'est le salaire de Rafi, en plus. Non, mais c'est quand même beaucoup pour... Tout à fait. OK, pour cet organisme-là, ça doit être ambitieux. Oui, pour eux, c'est ambitieux. On est déjà à 42 000, puis on n'a pas encore... Il faut savoir que sur l'Everest, il y avait la levée de fonds, il y avait le fait de gravir l'Everest, mais il y avait aussi de réaliser un documentaire sur l'Everest. Et donc, j'étais suivie par un vidéaste que j'ai engagé jusqu'au sommet de l'Everest. Okay. Et ce documentaire-là va être disponible éventuellement. On va faire des représentations. Fait que petit à petit, je suis vraiment confiante qu'on va l'atteindre, le 100 000, mais j'ai besoin de l'aide de des organisations puis des conférences et tout ça. Mais j'avoue que 42 000, c'est déjà... Juste sous forme de donation. Est-ce que c'est au-delà de tes espérances à date? Non, moi, j'aimerais ça être à 100 000 déjà, mais on va y arriver éventuellement. On va revenir au projet, justement, le projet Everest, on peut l'appeler comme ça. Ouais. Comment c'est né? Ça consiste en quoi? Ça part de où? Je sais que tu l'as dit en préambule, tu n'étais pas une athlète ado, fait que là, tu pars de loin. Là. Je pars de loin. Moi, quand j'étais jeune, j'aurais
rêvé juste faire le camp de base de l'Everest. Souvent, on entend « Ah, mon oncle, il l'a fait, lui, l'Everest. » Bon, il s'est rendu probablement au camp de base de l'Everest à 5400 mètres d'altitude. Moi, de mon côté, mon objectif, c'est que ça commence il y a 5 ans où est-ce que, bon, je suis une avocate de formation, je travaillais beaucoup, j'étais tout le temps derrière mon écran. Est-ce que je prenais soin de ma santé? Pas vraiment. Je focusais vraiment sur ma carrière, mes études. Tu sais, j'ai toujours pensé que c'était là mon potentiel, puis c'était là où j'étais ambitieuse. Ouais. Puis éventuellement, j'ai comme dit, OK, non, là, j'arrête de me mettre de côté ma santé et compagnie, puis je vais juste débuter à faire quelque chose qui me sort de ma zone de confort, qui me fait un peu peur, la course en montagne. Donc, ça a commencé avec des courses en montagne, des 5, 10, 15, 25 km, éventuellement des ultramarathons. Étais-tu déjà une coureuse avant? Encore une fois, zéro active. Tu partais de rien. J'ai fait du ballet puis de l'équitation quand j'étais jeune. Puis j'étais pas très bonne non plus à ces sports-là. Donc, je peux pas dire que j'étais très, très active. Mais éventuellement, c'est ça. Plus je courais en montagne, plus j'étais comme... Moi, là, je m'entraîne pour pouvoir comme traverser des déserts, pour aller courir dans la jungle. Qu'est-ce que je peux faire d'encore plus extrême? Puis là, l'altitude m'a comme appelée. C'est là que j'ai commencé à courir, à aller en montagne, faire Aconcagua, le Mont Blanc. Puis à un moment donné, je me suis permis de rêver à l'Everest aussi tard qu'il y a 1 an. Puis là, il y a 1 an, j'ai comme fait, je pense que si je réalise tel projet de montagne cette année, je vais me donner le go puis je vais aller sur l'Everest. Puis parce que tu avais déjà fait tu avais monté le mont Lost, là, peut-être que j'ai présente mal, l'Amadablam, l'Island Peak. C'est tous des monts quand même assez... Oui. Fait que tu étais déjà sur une chire d'ascension impressionnante. En fait, c'est parce que pour aller sur l'Everest, tu t'entraînes... On prend un certain pas de recul, puis là, je me dis... Les gens, ils pensent que pour s'entraîner pour l'Everest, il faut que tu ailles monter dans ton Stairmaster avec des poids, puis là, tu es habillé avec ton équipement de montagnard. Au Mont-Saint-Hilaire, le pain de sucre, je pense, une couple de fois, puis c'est... voilà. Ouais. Mais la réalité, c'est que la seule préparation vraiment valable pour... personnellement, deux types de préparation qui valent vraiment la peine d'être vécues sur l'Everest. Pour une expédition comme l'Everest, préparation mentale d'abord et préparation d'expérience, dans le sens qu'il faut que j'ai vécu des situations extrêmes, que j'ai des repères pour faire en sorte que durant une expédition de 2 mois sur la plus haute montagne au monde, quand je suis face à des situations critiques, mes réflexes sont bons. Tu paniques pas. Exactement. Ouais. Donc, il faut que tu coches des affaires. Tu peux pas débarquer, moi, je pourrais pas me pimper, OK, je m'en vais sur l'Everest dans 6 mois. Il y a des gens qui le font. Il y en a qui le font. Avec des résultats, j'imagine que ça paraît. Ça a des impacts sur tout le monde aussi, parce que quand on voit les traffic jams sur la montagne, généralement, c'est parce qu'on est tous obligés d'aller à la même vitesse que le plus lent. Des gens avec un chapeau de pêche à 7500 mètres d'altitude, j'en ai vu qui mettaient la vie de tous en danger et finalement qui nécessitent un rescue, un sauvetage de la part de des Sherpas qui tentent d'aller les sauver. Fait que tu deviens un boulet, puis même tu mets en danger le reste du monde. Retournons au Népal, au sommet de l'Everest, où tu reviens. Ça doit être... C'est pas weird? C'est vraiment weird. Ça doit être weird, là. Oui, je pleure à tous les jours. Non, ça, c'est des blagues, mais honnêtement, c'est spécial. J'ai comme pas encore de mots pour expliquer à quel point. Je veux dire, je reviens de voyage normal, là, où je vais manger, puis je vais me promener, voir des musées en France. Je trouve ça fucké de revenir au début à Montréal. Fait que là, tu reviens quand même. Écoute, t'as grimpé l'Everest, t'as passé des semaines au camp de base. Là, tu me dis quand je suis dans le champ, mais c'est ce que je comprends. La météo n'était pas facile. T'as dû attendre des semaines une fenêtre pour traverser une cascade de glace. Je le prononce mal, le Khumbu. Le Khumbu Icefall. Qui est comme un bloc de glace qui bloquait le passage. Toi, t'es là-bas. Ça devait être weird, là. Fait que là, t'es des semaines là-bas à attendre un peu une fenêtre. Et je pense qu'il y avait même une date de limite pour y aller. Tout ça est récent, là. Oui, exactement. En fait, cette année-là, c'était l'année historique de tous les temps sur l'Everest. Il faut savoir que ce que j'ai vécu là, ça va être une année historique pendant plusieurs années et décennies. Probablement, on va dire que l'année 2026. Dans quel... OK, pourquoi? C'est parce que, d'abord, comme tu dis, le Khumbu Icefall, il y a comme une espèce de gros sérac, OK? Chaque année, la montagne doit être formée, doit être montée pour que les alpinistes puissent tenter d'aller gravir, OK? Donc, il y a des Icefall Doctors, qu'on appelle, puis une Fixing Team, qui sont
employés par le gouvernement népalais qui ont des missions, chacun. Eux, ils vont aller à travers le Khumbu Icefall. Donc, à partir du moment où on atteint le camp de base, c'est là où est-ce qu'éventuellement on veut se rendre au camp 1, camp 2, camp 3, camp 4, éventuellement le sommet. Quand on arrive... Pour atteindre le camp de base, avant d'atteindre les autres places, ça, c'est une randonnée. Une randonnée. C'est une randonnée d'acclimatation qui nous amène jusqu'à 5400 mètres d'altitude. C'est quand même élevé, mais ça, c'est, disons, la portion, je mets des guillemets, facile. Oui, ça, c'est la portion. Mon oncle fait l'Everest lui aussi. OK, parfait. C'est ça qu'il a fait. Okay. Fait qu'il s'est rendu au camp de base. Oui. Nous, à partir du camp de base, il faut savoir que la section la plus dangereuse de l'Everest se situe entre le camp de base et le camp 1. Donc, entre 5400 et 6500, c'est une section où est-ce que c'est un énorme glacier en mouvement constant qui fond un peu l'après-midi. Puis tu sais donc que, bon, les crevasses vont s'ouvrir, qu'il y a des blocs de glace qui vont s'effondrer. Puis quand je parle de bloc de glace, on parle d'un bloc de glace de la grosseur d'un bloc appartement. Et là, cette année, on était encore le genre 30 avril, je pense, et il y avait encore un énorme bloc de glace, grosseur d'un bloc appartement, qui menaçait de s'effondrer. Tant il y a aussi longtemps qu'il ne s'effondrait pas, on ne pouvait pas, les alpinistes, commencer à gravir la montagne, commencer à faire nos rotations. Et ces rotations-là sont essentielles pour s'acclimater jusqu'à 6500, 7000, 7500, éventuellement 8000. Ça, là tu es dans le jargon. Ouais. Des rotations, j'ai vu en lisant un texte dans la presse qui parlait de ce que tu as fait. Rotation, c'est quoi? Pour les profanes, c'est quoi une rotation? Une rotation, c'est juste le fait de monter plus haut et redescendre. Parce qu'on s'acclimate en montant plus haut, mais on ne souhaite pas dormir là-bas. C'est trop dangereux. On n'est pas encore prêt. Donc, on monte tranquillement, un peu comme quand on fait la randonnée du camp de base de l'Everest. Donc, mon oncle, Jean-Guy, lui, probablement, qui va marcher jusqu'à... On va commencer à 1100 mètres d'altitude au premier village. Puis là, on va monter tranquillement jusqu'à 2000. Puis peut-être que rendu à 3000, on va souhaiter redescendre à 2500 juste pour aller bien dormir une nuit, pour récupérer, puis après ça, repartir mieux. Les pas de recul sur l'Everest ou dans tout processus d'acclimatation sont extrêmement importants pour nous permettre de mieux avancer. À t'entendre, sont même stratégiques. Là. Sont stratégiques, on les souhaite. OK. Et donc, tout ça pour dire que cette année, ce bloc de glace-là était là. Tant il y a aussi longtemps que le bloc de glace ne s'effondrait pas, il n'y avait personne qui pouvait continuer d'avancer dans la montagne. Et donc, tout le monde a pris du retard dans les rotations. Les rotations peuvent prendre 7 jours. Et aussi, il faut savoir qu'il y a la mousson, l'effet de mousson au Népal. Et donc, à partir de genre du 27 mai, 30 mai, dépendamment, il fait beaucoup trop chaud. Et là, la montagne s'effondre. Fait qu'il n'y a plus aucune ascension possible. Fait que la fenêtre météo se raccourcissait de plus en plus. T'étais sur le bord, là? On était vraiment, vraiment sur le bord. En fait, pendant tout le mois d'avril et début mai, la conversation au camp de base, c'était vraiment stressant. C'est possible qu'il n'y ait pas d'ascension du tout cette année. C'est possible que le gouvernement népalais n'autorise pas personne à passer parce que c'est trop dangereux. Imaginez, ils veulent que les gens gravissent l'Everest parce que d'un point de vue économique, c'est important. Ils ne peuvent pas leur permettre de revenir l'année prochaine puis à toutes les années gratuitement. C'est une industrie, dans le fond. C'est une industrie. Mais en même temps, si le bloc de glace s'effondre sur 10 climbers, 10 alpinistes sont pas mieux non plus. Non, ça a comme mauvaise presse, comme un crash d'avion. Là, c'est après ça, tu vas avoir à tirer du monde. Parce que c'est ça qui serait arrivé. Si ce bloc de glace-là tombe, il n'y a pas grand chance d'échapper à ça. Là, non? Éventuellement, le bloc de glace est tombé la veille que moi, j'allais en rotation. Et que j'allais passer par cet espace-là, puis c'est comme 40% du bloc de glace qui est tombé. Il y a eu des blessés, une personne qui est encore entre la vie et la mort à ce jour. Pendant que tu étais là, tout récemment? Ah ouais, on a perdu des gens proches de nous sur la montagne. C'est vraiment... Ben récemment, là? Ouais. OK, fait que ça, c'est pas un mythe, là. Non, c'est crissement dangereux, là. Ah, c'est vraiment, vraiment dangereux. OK, puis toi, je veux dire, tu signes des releases dans la vie pour aller faire de l'équitation. J'imagine quand tu vas faire l'Everest, les releases, légalement, ils ne vaut rien par rapport à un préjudice corporel. Ça, c'est la légale, l'avocate en moi qui vous le dit tout de suite. Mais oui, effectivement, tu sais, je veux dire, c'est une acceptation des risques. Quand je disais bye à ma famille... j'y réfléchissais, là, j'y pensais. On côtoie des corps. Mon Sherpa, pour vous donner une idée à quel point c'est proche de nous, mon Sherpa avec lequel j'ai gravi une dernière montagne il y a 4 mois en préparation, on est 3 là, dans l'équipe. Là. 2 Sherpas et moi.
on dort ensemble dans nos tentes, on passe genre 1 mois ensemble, on développe vraiment une complicité extraordinaire. In English, là, ou tu sais, dans ouais, en anglais. Là, on connecte, puis ça devient un ami. Ce Sherpa-là est décédé malheureusement il y a à peine 2 à 3 semaines. Je me souviens plus exactement quelle date. Parce que entre le camp 2 et le camp 3, il a souhaité faire un dépassement. Il y avait beaucoup de trafic. Il a souhaité faire un dépassement. Il a enlevé son safety et donc il a dépassé des alpinistes et il a marché sur un bout de blue ice qu'on appelle. Puis il a dégringolé la montagne, puis on l'a perdu. Mais tu sais, c'est comme du jour au lendemain. Moi, j'étais avec lui, je l'ai croisé la veille, là, puis j'étais genre « Hey, salut Foura, how are you? Good luck on your climb. » Puis le lendemain, il est parti. Puis là, quelques jours plus tard, nous, il faut qu'on passe par là aussi, puis qu'on... Non, c'est vraiment réellement dangereux. Là. Le sensationnalisme que vous voyez dans l'actualité, c'est vrai. C'est pas l'histoire que j'ai envie de raconter nécessairement parce qu'il y a vraiment, vraiment, vraiment du beau dans ce sport-là. Sauf que je ne connais aucun sport qui est autant dangereux ou autant extrême parce que la notion de limite, il ne faut jamais la dépasser. Puis je t'ai entendu en entrevue où j'ai vu quelque part où tu voulais pas non plus gommer là, la réalité. Là. Tu voulais quand même être assez transparente dans ce projet-là. Mais je vais l'être à travers le documentaire quand même un petit peu plus. C'est juste que, tu sais, sur du court format, sur les réseaux sociaux, sur Instagram, est-ce que j'ai envie d'attraper l'attention de tous puis en les apeurant? Il y a aussi un travail de protection de ma famille, de mon environnement que je veux faire. On n'a pas besoin d'apeurer tout le monde. Puis je porte aussi un message avec Filles Actives. Hein? C'est mon sport extrême, c'est correct, mais dans le cadre du projet Filles Active, levée de fonds, j'ai pas besoin de dire à tout le monde que genre j'ai frôlé la mort. T'sais. Mais t'es correct, tu reviens pas traumatisé de là non plus. Non, pas du tout. En fait, j'ai vraiment hâte d'y retourner. Okay. Ah oui? Il y avait une autre Québécoise, Shauna Burke, qui était la première femme atteinte d'un cancer de stade 4 à réussir l'exploit. Je sais pas, je sais qu'il y avait un Québécois aussi, Xavier Ladouceur. Je sais pas si vous croisez ou c'est comme, comment c'est... Xavier, j'ai croisé genre 2 fois au camp 2 à 6500, mais sinon, on s'est pas croisé. L'autre Canadienne, j'ai vu son histoire, était extrêmement inspirante, mais malheureusement, on se croise pas tant que ça. Il y a environ 500 clients là, sur la montagne à ce moment-là. Puis il faut le vouloir pour aller rencontrer des gens parce que c'est comme juste le camp de base, c'est genre 3 km. Puis marcher d'un endroit à l'autre, c'est tellement exigeant qu'on compte un peu nos déplacements. Là. Par l'attitude. Ouais. Tout le monde semble y aller pour une cause. En général, ça se peut-tu grimper l'Everest pour le fun? Je voyais plus de gens qui gravissaient la montagne sans cause, honnêtement. Okay. Mais oui, parce que ultimement, on a une cause qui nous tient à cœur, mais à aucun moment on peut je pense qu'on peut se lancer dans un projet comme ça puis risquer notre vie si c'est pas vraiment pour soi qu'on le souhaite, cette montagne-là. T'as une minute. J'ai-tu un blanc, moi, qu'on va être obligé de couper pour la première fois? J'avais 2 questions en même temps dans ma tête. Ah oui. Ce bout-là, je vais le couper. Ouais. J'ai eu l'air épais. Mais non, mais c'est chill. Pour moi, ça relève un peu du mythe, tout ça, comme pour bien des gens. Puis, tu sais, j'ai vu tes stories, j'ai vu tes images et tout ça, mais, tu sais, c'est quoi, là? Ça ressemble à quoi? Décris-moi donc le camp de base. Moi, ça me fascine. 3 kilomètres, il y a des tentes. J'ai vu des images où il y avait comme des petits tapis en avant. Écoute, ça a l'air d'être... Honnêtement, c'est le rêve. Ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est le rêve parce que une fois qu'on est relativement bien acclimaté puis qu'on est là, on se sent quand même bien. Il faut sentir bien. On est à 5400 mètres d'altitude puis comme tu disais, on est là pour des semaines. Comment ça ressemble? C'est que, genre, on rentre dans le camp de base, puis chacune des compagnies d'expédition a un camp en particulier, donc on peut se promener d'un camp à l'autre. Dépendamment, t'es où dans la montagne, t'es plus proche du Khumbu ou tu l'es moins. À chaque 5 minutes, probablement que t'entends une avalanche à côté de toi. Ça ramène à l'essentiel. Ça, c'est non-stop, là. Non-stop. Puis c'est quand même un gros son de fou. Ouais. Des fois, j'ai l'impression que c'est genre à côté de nous puis que de la neige qui arrive. Là, ça se pourrait-tu? Vous êtes comme relativement protégé? protégé? C'est arrivé, en fait, cette année. J'étais descendue à ce moment-là. J'étais pas présente, mais le camp de base a été comme enseveli sous la neige. Mais c'est comme une petite neige. C'est plus le camp 1, camp 2 qui ont été détruits, de ce que j'ai pu comprendre. Ben, du moins, le camp 1 qui a été détruit par une avalanche.
pour certaines équipes. Mais bref, on arrive, chaque client, on a notre propre tente. Puis c'est quand même une belle tente où est-ce qu'on a un matelas couché par terre, on peut s'établir, installer nos vêtements et tout. Certains campements vont avoir un dining tent, là, donc c'est une tente pour souper et pour manger. Puis là, il y a de la nourriture qui est comme toujours disponible. Il y a un chef cuisinier qui est là aussi, qui prépare à manger. Il y a des fois une autre tente c'est une tente juste pour des cafés, pour les gens, pour socialiser. Souvent, c'est aussi là que tout le monde tombe malade parce qu'un des plus grands dangers sur l'Everest, c'est tomber malade parce que tout le monde apporte des virus de part et d'autre. Ouais. Et donc, en raison de nos systèmes immunitaires aussi qui sont super comme très sensibles, on risque de tomber malade. Puis sinon, ben il y a des toilettes qui sont semi des toilettes, je dirais. Puis on a aussi une douche qui est semi une douche. Puis la douche, on l'utilise parfois une fois par semaine quand il fait chaud, le soleil se lève puis qu'il n'y a pas trop de vent. Puis ben, les toilettes, c'est comme des roches. Mais au moins, il y a quelque chose qui nous couvre parce que dans les camps plus hauts, peu importe que tu aies besoin d'aller aux toilettes ou pas, ben t'es comme à la vue de tous. Voilà. T'as pas rendu là, c'est plus un caprice d'avoir ton intimité. Ouais. J'imagine, tu le disais tantôt, pour restreindre ton oxygène et tout ça, fait que là, y a pas le monde fait pas le party là, dans le camp de base. Ah, c'est encore drôle. Ah oui, hein? Les gens qui redescendent, je me disais, ils fêtent-tu l'Everest ou... Oui. OK, c'est ça. Les gens, ils se permettent de boire quand même, il y a de l'alcool. Il y a vraiment une vie qui est bien présente, une belle ambiance, on se fait des amis, on va gravir des montagnes ensemble. Tu sais, de jour, moi, mon trip, c'était plus d'aller faire un peu de ice climbing avec un de mes amis. Les soirs, ben, on écoutait des films ensemble sur un projecteur. Moi, personnellement, je bois pas d'alcool, mais il y en avait vraiment qui étaient très, très, très festifs. Oui. Puis en même temps, tu vis quelque chose d'assez particulier avec très unique. T'as pas beaucoup... T'as beau le raconter en revenant. Les seuls qui le comprennent, c'est ceux qui étaient dans la tente à côté de toi, j'imagine. Là. Exactement. On se prépare comment, ça, pour... tu sais, j'imagine, c'est pas à portée de tout le monde physiquement. Et ça prend... Tu sais, tu utilises le mot client depuis tantôt. Ouais. Dans ma tête, c'est des athlètes qui font ça. Mais tu sais, dans le fond, il y a un côté business là, dans ce que tu dis. Fait que ça implique quoi en termes d'investissement, de tout? Financier. Je dirais que c'est un investissement entre... genre 100 000 $ et 200 000 $ un Everest. Puis, tu sais, il y a des gens là, qui ravissaient la montagne que c'était genre 500 000 qu'ils ont payé pour aller faire l'Everest. OK, c'est quoi? C'est un sport de riche? Ben définitivement. L'alpinisme, c'est vraiment cher. Puis, tu sais, juste pour vous donner une idée, j'ai eu affaire avec des rescues en hélico. J'ai eu... puis je raconterai cette histoire-là peut-être un peu plus tard si tu veux savoir c'est quoi les gros setbacks que j'en ai vécu des bons. Mais tu sais, je pense que d'extra sur la montagne, j'ai dû payer genre minimum 5 à 10 000 US là-bas, en plus de des coûts d'expédition qui se situent généralement entre 50 à 80 US, plus ton équipement. Fait que, ça c'est pour juste... Parce qu'il faut que tu t'inscrives. Fait que ça prend un coût pour... c'est ta compagnie d'expédition que tu paies. Donc, à ce moment-là, tu n'es pas en train de payer non plus genre ton coût de la vie à Montréal, mais reste que c'est ton expédition qui coûte ça. Ta prise en charge, ta tente, ton permis, le fait que tu as un Sherpa qui est disponible pour toi, puis qui, en fait, les Sherpas littéralement construisent la montagne et font de nous des alpinistes. Parce que nous, comme je dis, on est comme des clients. Ouais. On est là avec notre Sherpa, puis on leur doit tout. En fait, les Sherpas, c'est grâce à eux qu'on est capable de se rendre jusqu'au sommet de la montagne. Mais tu me dis ça, on dirait que ça a l'air clé en main, mais il faut que tu sois quand même en top shape. Là. Moi, je m'en vais là, je vais mourir. Là. Je fume des tops. Puis, pas, je sais pas. Je veux. Il faut être en forme. Il faut être en forme. Je pense que la seule différence, c'est que ça vaut pas la peine que tu t'entraînes, mettons, là, les 3 mois avant ton Everest. OK? Ouais. C'est comment tu t'es entraîné, comment ton corps est prêt à faire face aux éléments, littéralement, sur une période de plusieurs années, qui va faire en sorte que tu vas bien te sentir sur une montagne comme l'Everest. La préparation physique, comme je disais, tu sais, moi, je suis une coureuse d'ultramarathon, donc passer 50 heures à courir, c'est quelque chose que je suis capable de faire, ben
clairement, ça m'aide. C'est ce qui me prépare pour l'Everest. Mais après ça, d'autres personnes, eux, ils faisaient plus du sport de groupe. Ils faisaient du hockey, des sports X ou Y. À ce moment-là, ils passaient beaucoup plus de temps au gym avec des grosses charges. Puis ils ont fait plusieurs expéditions. Puis ils ont de l'expérience derrière la cravate. Puis finalement, c'est aussi et surtout une question de préparation mentale. Donc, la préparation mentale est importante parce qu'on va être dans les pires scénarios possibles et la question, c'est est-ce que tu le veux vraiment? Tu veux ce sommet pour quelle raison? Qu'est-ce que tu es prêt à faire? Puis est-ce que tu es capable de changer ton mindset puis de lâcher prise sur tout ce qui va pas bien? Parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui vont pas bien sur la montagne pour continuer d'avancer puis donner tout ce que tu as. C'est est-ce qu'on a un nombre de personnes qui le grimpent à toutes les années, mettons? Environ 500. 500? Oui. 500 clients. Encore une fois, je dis clients parce que les autres, ce sont des Sherpas. Ouais. Donc, tu sais, pour chaque client, généralement, tu as un Sherpa. Donc, 1000 personnes par année, probablement. Puis, donc, c'est ça, qui paye à 50, 100 000. Donc, je comprends que ça soit une industrie payante pour une économie pour le Népal. Les Sherpas partagent les risques aussi. C'est pas comme eux autres qui se tapent tous les risques. Puis, vous autres, j'ai vu dans tes images, là, il y a une scène, à un moment donné, où on te voit une photo où tu traverses une crevasse avec une échelle. Écoute, ça a l'air fréquent, là. Fait que ça, tu le fais pareil, là, tu sais. Je le fais, mais je le fais parce que j'ai un Sherpa qui tient mes cordes en avant puis qui s'assure que les cordes sont vraiment... Tu sais, il y a comme une technique pour traverser ces échelles-là. Cette année, c'était historique, là. L'échelle, c'était 5 échelles, une à encorder sur l'autre, qui permettait de traverser cette crevasse énorme-là. Au fur et à mesure de la saison, la crevasse devenait de plus en plus grosse. Puis juste pour vous donner une idée, à un moment donné, je l'ai traversée, puis en même temps, il y a une avalanche qui part, juste à gauche, juste à côté. Fait que, tu sais, c'est déstabilisant au maximum. Puis moi, mettons, si je regardais cette échelle-là puis que j'étais pas avec un Sherpa, je serais jamais capable de traverser ça. Je serais terrorisée. Mais les Sherpas, ils vont, bim, en avant. Ils lèvent les cordes, ils les tiennent vraiment comme haut et ferme, de sorte que moi, je suis capable d'avoir une tension qui fait que je me sens en sécurité. C'est un peu une rampe, là, exactement, après ça. Mais quand même, si tu crisses le camp en bas, bye-bye, là, on a tous nos safety. Il y en a eu beaucoup, là, des gens qui sont tombés, justement, mais ils ont été en mesure d'être remontés. Mais c'est super dangereux. Je dirais que les Sherpas mettent en danger... les Sherpas mettent leur vie en danger pour nous assurer nos sommets. Mais, puis, honnêtement, là, c'est grâce à eux qu'on est capable de gravir la montagne. Encore une fois, eux, ils traversent le Khumbu alors que la montagne n'est pas encore fixée, alors que les clients ne sont pas autorisés à y aller. Ils se mettent en danger vraiment beaucoup. J'en ai vu des Sherpas aussi abandonner des clients, par contre. Puis pourquoi? C'est parce qu'il y a des gens qui sont très peu préparés qui vont là-bas. Mais là, tu sais, je veux dire, il y a comme une limite à laquelle les Sherpas sont capables d'assurer la sécurité de leurs clients. Puis les clients, on s'entend qu'il y a beaucoup de choses à gérer, mais je vais vous donner deux exemples bien concrets, OK? Mettons, à partir de 8000 mètres, on est dans la zone de la mort. À partir de 8000 mètres, évidemment, j'avais un masque d'oxygène. Donc, moi, je montais avec oxygène. J'ai mon masque d'oxygène. Puis, j'ai la responsabilité de m'assurer que j'ai toujours de l'oxygène puis que mon débit est raisonnable. J'ai 5 bonbonnes de payer dans mon expédition. Puis, je peux pas en acheter une, genre, à 8500. Tu sais, c'est comme, t'en as 5, mesure ton débit. Il y avait une cliente avec moi qui, elle, ne cessait de bouger son débit d'oxygène parce qu'elle manquait un peu de lucidité puis elle pensait que sa bonbonne ne fonctionnait pas ou qu'il y avait un bris. Puis elle n'arrêtait pas d'essayer de le bouger. Mais éventuellement, elle a manqué d'oxygène au balcony puis elle a eu besoin d'un rescue pas d'un rescue, mais d'aide de d'autres personnes qui venaient lui monter des bonbonnes d'oxygène. Mais les Sherpas étaient trop brûlés pour lui monter des bonbonnes. Puis c'est pas à eux de penser ça non plus. C'est ça. Fait qu'il y a un peu de panique aussi là-dedans, j'imagine. Énormément de panique. Là, à ce moment-là, moi, j'attendais au camp 4, j'étais puis c'était mon ami, là, malheureusement, puis j'étais comme, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais il n'y a rien qu'on peut faire. Autre exemple, c'est que à cette altitude-là, quand on a des lunettes, les alpinistes ont tous des lunettes pour la vue.
Si tu les enlèves, tes lunettes, tu deviens snowblind. Donc, si, admettons, tu vois pas bien, c'est embué ou tu sais quoi que ce soit, puis que tu sais pas les conséquences de lever tes lunettes sur ton casque ou de les enlever, c'est possible que tu ne sois jamais capable de poursuivre la descente de la montagne parce que tu ne verras littéralement plus. Chose qui est arrivée, encore une fois, proche de moi. Dans une de tes stories, tu parles aussi, ou je sais pas si c'est en tout cas une de tes publications, tu parles même du facteur soleil. C'est un peu ça, qui est deux fois ou plusieurs fois plus fort. Ouais. Si tu enlèves ton masque comme ça en haut, il arrive quoi? On arrête de respirer. À ce point-là, là. Je veux dire, non. OK, on n'arrête pas de respirer. Je suis vraiment dramatique quand je dis ça, mais c'est que, tu sais, je veux dire, on ressent tout de suite. Je l'ai enlevé à quelques reprises. C'est pour boire, pour manger, pour m'adresser à la caméra par moment. Mais tout de suite, tu sais, avec le masque à oxygène, on a comme une sensation d'être, dépendamment c'est quoi le débit d'oxygène que tu donnes, tu sais, c'est peut-être, j'ai un ressenti d'être à 7000, 7500 peut-être, mais sans le max à oxygène, rapidement, tu as seulement 30% d'oxygène, tu es comme à 8800, tu es dans la zone de la mort, tes organes sont en train petit à petit de mourir dans cette zone-là si tu n'as pas recours à l'oxygène. Fait que rapidement, tu sens que tu dis un mot, t'es essoufflé. Ah. Fait que, c'est vraiment ça. Au camp 4, à 8000 mètres, juste après le sommet, il y avait une situation justement de safety, un sauvetage avec Sarah, qui était ma partenaire, une autre cliente, une amie, finalement. Puis, bref, on est resté au camp 4 beaucoup plus longtemps que ce qu'on aurait dû. De sorte que j'ai dû passer la nuit au camp 4. J'étais avec elle. Elle était pas trop lucide. Elle arrêtait pas d'enlever son masque à oxygène. Tu sais, je restais avec elle puis je disais, Sarah, remets ton masque. Tu sais, là, ça va pas et tout. Mais moi, de mon côté, j'avais aussi, tu sais, ma vie dépend de cette bonbonne à oxygène-là que j'ai également. Puis j'ai demandé à mon Sherpa de valider que genre j'allais avoir suffisamment d'oxygène pour la nuit, puis qu'on était correct, puis tout ça. Puis je me suis réveillée la nuit comme avec un sentiment d'étouffement. J'allais vraiment pas bien. Puis là, j'avais vraiment froid. Puis j'ai réalisé que sûrement que ça faisait longtemps que j'avais plus d'oxygène en fait dans ma bonbonne parce que l'oxygène procure une sensation de chaud. Donc quand t'as très, très, très froid, tu peux te poser la question de, tu sais, là, t'as plus d'oxygène, il se passe quelque chose. Fait que rapidement, en tout cas, il s'est passé bien des affaires, là, mais on a fini par trouver une bonbonne, j'ai fini par avoir de l'oxygène, j'ai fini par bien aller, mais j'ai compris c'est quoi la sensation d'avoir extrêmement froid, de ne plus se sentir bien, d'être vraiment comme manqué de lucidité. Ça te prend des nerfs d'acier aussi, parce que si tu restes coincé au camp 4, puis la fenêtre est terminée, puis que c'est le printemps, puis que les avalanches, ben c'est il y a quelqu'un qui est resté sur la montagne en ce moment, qui va rester pour toujours sur la montagne. Oui, parce qu'il rate un peu sa fenêtre de retour, parce que ça doit être... c'est ça, le Khumbu Icefall, il se désintègre à partir d'une certaine date, justement, avec la mousson, ça fait tellement chaud, c'est un glacier, fait que s'il se met à faire trop chaud, il change. Okay, ouais. Pour quelqu'un qui n'est pas un amateur de sensations fortes comme moi, tu sais, comme c'est quoi le trip? Pour vrai, c'est tout. Tu me décris quelque chose. C'est intéressant à l'entendre, mais asti que j'irais pas là, même pas qu'un gun ça attend, je pense. Je le comprends vraiment. Puis là, tu sais, on a parlé des éléments qui sont comme genre sensationnels aussi, puis des dangers de la montagne, mais réel, on l'invente pas, là. Non, on l'invente pas. On l'invente pas du tout. Par contre, à aucun moment durant toute cette expédition-là, j'ai pas aimé ma vie à ce moment-là. J'étais dans un moment contemplatif pendant 2 mois, un moment de gratitude. J'ai un moment, mais en fait, c'est une période de vie, là, de gratitude infinie. T'es parmi les seuls humains au monde qui ont la chance de vivre dans la chaîne himalayenne, au pied du mont Everest. Puis, ça amène à être réellement présent, conscient que tu n'as absolument aucun contrôle sur ta vie, celle des autres, la montagne, le succès de ton expédition ou pas. Tu sais, c'est un sport où est-ce qu'on se met à risque, mais on mise tout pour laisser des choses un petit peu au hasard, laisser le succès de cette expédition-là au hasard. Tu sais, c'est pas tout le monde qui réussit le sommet, c'est 50%, puis c'est si la météo le permet, puis si la montagne nous le permet.
Puis moi, personnellement, tout ce que je souhaitais, c'est aller le plus loin possible en santé, puis avec lucidité et bonheur, reconnaissance. Puis c'est exactement ce qu'on a fait. C'est-tu, je veux pas te mettre des mots dans la bouche, mais c'est-tu comme une genre de leçon d'humilité? Tu te sens petite? 100%. On n'est pas juste petit, on n'est rien. On n'est absolument rien. Puis c'est, quand tu dis leçon d'humilité, 100%, je connais aucun autre sport où est-ce que tu vois des CEO puis des executive VP qui ont tout l'argent du monde, mais qui doivent redescendre parce que, là, ils viennent de sentir que leur vie, elle pourrait glisser, là. Puis le point, c'est juste que on fait les choses, ce sport-là, par passion puis par connexion avec la montagne, en étant conscient que notre succès dépend vraiment pas de nous. Puis est-ce que c'est un succès? Je sais pas vraiment, tu sais. C'est drôle, récemment, il y a eu la mission spatiale, puis les astronautes avaient un discours dans ce sens-là, sur la petitesse, dans le fond, Puis je pense que quand tu es en haut de l'Everest, tu es le plus proche être humain qu'on peut voir de là. Fait que je fais un lien. Mais c'est vraiment... c'est drôle parce que sur le sommet de l'Everest, est-ce que... on demande c'était comment? C'était tellement grandiose que je pense que je pouvais même pas réaliser ce qui se passait réellement. Tu sais, là, j'avais des flashbacks de genre toute ma vie. Tu sais, t'es en train d'approcher tranquillement le sommet, puis là, t'es en train de réaliser, oh mon Dieu, mais tu vas le faire, tu vas vraiment le faire, parce que je prends pas un sommet pour acquis tant et aussi longtemps que je n'y suis pas dessus, mais surtout que je suis pas redescendue safe. Puis je me rappelle que j'essayais de regarder autour de moi, mais j'avais comme plus le vertige qu'autre chose de voir l'ampleur de ce qui nous entoure. Fait que je prenais des vidéos puis je regardais le vidéo. Tu sais, je regardais à travers ma caméra parce que j'ai l'impression que c'était trop grand pour mes yeux, tu sais. C'est justement, tu le savoures, tu as le temps de le savourer. Comment ça se passe? Tu restes combien de temps au top? Ça dépend vraiment des gens. Là. Il y a des gens que... tout le monde a eu des expériences très, très, très différentes. Quand je disais qu'il y avait 500 personnes qui ont eu le permis de l'Everest, il faut savoir que ça, c'est annuel. Moi, ma journée de sommet, c'est plus de 270 personnes qui ont fait le sommet Everest. La même journée. La même journée. C'était catastrophique sur la montagne. Il y avait des fils et des fils et des fils. Puis pourquoi? Ben, c'était à cause de la fameuse situation du Khumbu. C'était la première ouverture météo. Tout le monde s'est ravagé sur cette montagne-là. Nous, on avait une stratégie de partir à 6 heures le soir pour arriver à 4 heures le matin sur la montagne, ce qui nous aurait permis d'être en sécurité. Même si le soleil ne s'était pas levé, au moins, on allait atteindre le sommet de l'Everest en toute sécurité. Puis on aurait pu passer genre 2 heures si on avait pu, puis si on avait voulu, puis tout ça. À ce moment-là, étais-tu prête à accepter le fait de on plie bagage? Puis On est prêt du moment que j'ai décidé que j'allais faire l'Everest, j'étais prête à accepter que je revenais sans sommet. Parce que c'est pas vrai que je vais risquer ma vie parce que ma petite personne, elle doit absolument se retrouver sur le sommet d'Everest. C'est une acceptation. Fait que oui, j'étais tout à fait prête, mais je voulais qu'on prenne les décisions les plus logiques, assumées, intelligentes, raisonnables possibles, rationnelles, en étant au courant de la situation. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a été pris dans des trafics à partir du camp 2 et on est arrivé au camp 4, donc juste avant le fameux sommet. On est arrivé au camp 4 au moment où est-ce qu'on aurait dû partir du camp 4 pour aller faire le sommet, réalistement parlant. Ce qui a mis... Quand je suis arrivée au camp 4, j'étais comme... Je pleurais, puis j'étais comme, on vient de manquer notre opportunité de gravir l'Everest. Fait que ça a été vraiment, vraiment difficile pour moi, personnellement, à ce moment-là. Acceptation du fait que le scénario était vraiment pas idéal, puis que c'était maintenant une question de chance si j'allais pouvoir atteindre le sommet ou pas. Éventuellement, on s'est reposé un peu, on a monté les camps, on a mangé un peu, puis vers 11h, 11h30, on est parti pour tenter l'ascension de l'Everest, sachant qu'il y avait, ça faisait 5 heures que les gens étaient déjà dans une file en train d'essayer de gravir. Donc, sachant que tu t'en vas au tout bas de la file puis qu'il y a déjà 250 personnes là, c'est vraiment crève-cœur. Puis ce qu'il faut savoir, c'est ce qui assure notre survie, c'est bouger, parce que sinon on attrape froid, puis avoir assez d'oxygène. Mais plus tu passes de temps en très haute altitude, moins tu as d'oxygène. Et c'est là que, quand il y a des longues files comme ça, ben là, les gens attrapent froid, frostbite,
manque d'oxygène, les catastrophes. C'est un gros gamble. Là, juste pour me mettre dans le contexte, mettons que tout arrive, il y a 200 personnes, la personne 100 en haut veut descendre, elle peut pas, là, parce que là, tu bouges tout le monde. Ça doit pas être une autoroute, ça, là? Oui, quand il y en a qui descendent, c'est comme ils enlèvent leur safety à ce moment-là, puis ils s'accrochent à leur Sherpa, puis ils essaient de se réattacher au fur et à mesure à la corde, petit à petit. Mais effectivement, il n'y a pas 2 cordes, il y en a une. Fait que tu la montes ou tu la descends, puis si t'es pas dans l'ordre, ben c'est un peu messy. Mais là, moi, ma situation était... Personnellement, je connais mes forces et je connais mes faiblesses et je suis pas très tolérante vis-à-vis le froid, puis je suis pas capable, genre, de bouger extrêmement lentement en montagne. Je suis quelqu'un qui bouge vite, je suis une coureuse, puis j'ai pas le gabarit de quelqu'un qui est capable de prendre, genre, un moins 60 tant que ça. Donc, moi, avec mon Sherpa, ce qu'on a fait, c'est qu'on avait 2 options qui s'offraient à nous sans réellement savoir. L'une des options était de rester dans la file et de risquer manque d'oxygène, frostbite. Moi, je m'endors aussi en montagne, fait que j'allais m'endormir à un moment donné, c'était sûr et certain. Puis une ascension qui allait probablement prendre plus de 13-15 heures juste se rendre au sommet. Ou encore, on enlève mon safety, je m'accroche à mon Sherpa, puis on se met à droite, puis on fly. Chose qu'on a faite. Ça a été notre décision. On s'est mis ensemble. Puis là, je disais, il s'appelle Tiger, mon Sherpa. Je disais, Tiger, we can do that. It's like, we're gonna go too fast. It's too fast. I can't breathe. It's so hard. Puis il était comme, Emma, est-ce que tu me fais confiance? Oui, je te fais confiance avec ma vie, sérieusement, évidemment. Ce qui n'est pas le cas nécessairement de toutes les relations avec les Sherpas, mais avec Tiger, c'était vraiment une relation genre d'amitié, de confiance pure. Il dit, Emma, if you want to summit Mount Everest, you're going to follow me. It's going to be hard, but you just don't ask questions. C'est là, ouais, let's go. Exact. Là. Fait que t'enlèves ton safety, tu mets dessus, puis là, tu te mets sur la ligne, mais tu te tasses de la ligne, puis là, tu commences à gravir l'Everest, à faire des dépassements au fur et à mesure. À chaque fois qu'on pouvait, évidemment, on se remettait sur la corde. Puis ça gosse tout le monde quand tu fais ça? Ouais, quand même. Tu sais, c'est sûr que c'est pas idéal, mais en même temps, tout le monde s'en fout un peu. Genre, là, c'est comme t'es sur you ton do trip, you, là. Tu sais, c'est comme tant il y a aussi longtemps que... Mais à un moment donné, genre, mon crampon, la seule et unique fois que j'ai pas mis moi-même mes crampons, puis que c'est un Sherpa qui a mis mes crampons, parce qu'il était 8000 mètres d'altitude, t'as ta bombe d'oxygène, t'essaies de mettre tes crampons, là, t'es pas capable de te plier en 2. Bref, j'ai eu de l'aide pour mettre mes crampons. La seule et unique fois que mes crampons ont été mis par quelqu'un d'autre que moi-même. Tout de suite après un dépassement, je me resécurise sur la corde, je mets mon ascender, puis là, je suis bloquée. Fait que là, je suis en sécurité. Mon crampon, il commence à tomber la montagne. Puis là, il y a quelqu'un qui l'a attrapé, qui a attrapé mon crampon, puis là, ils sont venus m'aider. Mais là, moi, là, je suis accrochée au Jummer, j'ai plus de crampon, je me tiens sur une jambe, un crampon, mon Jummer, puis je suis vraiment à l'abandon, là. Ouais. Fait que ils sont remontés, ils sont venus... puis là, il y était 3 Sherpas à essayer de me mettre mon crampon pendant que moi, j'étais accrochée à la corde. Mais tu sais, imaginez si j'avais fait ce dépassement-là. Mon Dieu Seigneur. Un dépassement sans crampon. On salue tes parents qui écoutent ce témoignage Papa, présentement. Je vous ai pas raconté cette histoire, je m'excuse. On les voit quand même souvent, ces images-là que tu parles, qui témoignent de la surfréquentation historique de l'Everest récemment, des centaines de grimpeurs en file, tout ça. Penses-tu qu'on va un jour... Tu fais quelque chose qu'un jour va être complètement interdit. Il y a des enjeux, je pense, éthiques même là, sur la pollution, tout ça. Vous êtes sur du temps emprunté, là? Oui, ben, je pense qu'ils vont adopter des mesures. T'sais, on parle beaucoup il va falloir avoir gravi un 7000 mètres au Népal avant de pouvoir aller faire l'Everest. Ça, c'est une belle mesure. Après ça, j'ai rencontré aussi des comités qui étaient super impliqués au niveau de la pollution, qui travaillent très, très, très étroitement avec les compagnies d'expédition et les clients. Il y a de la sensibilisation qui se fait. Est-ce qu'on est sur du temps emprunté? Je l'ignore. Mais c'est sûr que je vais toujours cultiver une ultime gratitude de pouvoir aller en montagne comme ça. Tu déclares à la presse, je suis un peu contre tout le sensationnalisme de détresse extrême. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Puis après ça, c'est exactement ce que je fais en parlant comme... en fait, je pense que tu donnes un portrait... réaliste. C'est tout vrai, là, de ce que... Oui, tout à fait. Bon. Non, mais c'est juste que dans le monde de l'alpinisme, on veut respecter la montagne. On veut... respecter la montagne, remercier le travail des Sherpas, remercier
pas juste le travail des Sherpas, mais genre le travail de tous les travailleurs de la montagne qui font pour nous permettre, nous, de gravir la montagne. Puis nous, en tant que clients, là, qui sommes genre, oh my God, c'est tellement difficile ce qu'on a vécu, j'ai failli mourir, blablabla. Mais je suis comme, c'est rien à comparer aux Sherpas qui, pendant que nous, on a gravi une seule fois la montagne, l'ont gravi genre probablement 20 fois, là, sérieusement. Eux, ils portent nos sacs. Eux, ils sont là. Leur expédition ne dure pas seulement 2 mois, ça dure 5 mois probablement de préparation. Eux, ils endurent des clients qui demandent à leur Sherpa de revenir un peu plus tard avec leur soupe. Tu sais, je veux dire, nous, on est... Est-ce qu'on est... C'est si difficile ce qu'on fait comparé à eux? Pas tant que ça. Fait que c'est vraiment par respect pour le monde de la montagne que je suis comme... J'ai pas envie de faire de faire un portrait de la montagne qui est si difficile que ça, alors que nous, on est privilégiés dans la façon qu'on gravit la montagne. On est protégés, on a de l'oxygène, on a des tentes qui nous attendent, on a de la nourriture, on a un chef cuisinier. C'est un luxe, c'est un privilège d'être là-bas, genre. Je salue ta transparence, parce que ça prend, c'est quand même, t'es assez critique avec une industrie à laquelle tu participes, mais qui tourne carré un peu avec j'essaie, honnêtement, tu sais, je veux dire, on participe aussi à l'économie, puis les Sherpas, là, c'est leur plus grande fierté d'atteindre les sommets avec nous, genre, mais de le faire de la bonne façon. Donc, tant et aussi longtemps qu'ils sont remerciés, puis ils sont valorisés pour ce qu'ils font réellement, ben ça reste un sport que j'aime puis qui me passionne énormément, mais il faut donner le mérite à ceux qui le méritent réellement, là. Je reviens sur tes proches, je sais pas, le Wi-Fi rentre dessus. Quand même. Ah oui? Oui. Okay. J'étais capable de parler à mon conjoint, à ma famille, quand même très fréquemment. Jusqu'à très haut, là? Ben, à partir des divers camps, donc... Quand 2, on plug un Starlink, là, souvent, on peut faire des FaceTime Live avec ça. Puis n'importe quoi. Ben, je sais même pas si ça existe, FaceTime Live. Des FaceTime avec nos proches. Par contre, à partir des camps supérieurs, généralement, on a un téléphone satellite ou un outil satellite, puis c'est avec ça qu'on communique avec nos proches. C'est ça qui assure notre sécurité aussi. Si jamais j'avais besoin d'un hélicoptère qui vient de me chercher. C'est pas arrivé, ça? Ouais, moi, j'ai eu à être évacuée, mais dans une montagne d'acclimatation. Donc, quand je parlais des rotations, là, ben, il y a une des rotations qu'on fait sur une autre montagne pour éviter d'avoir à passer trop de fois à travers le fameux Khumbu qui est dangereux. Donc, une autre montagne qu'on a fait, c'était le Butché, une montagne de 6200 mètres d'altitude. Puis, la journée qu'on est parti sur l'ascension, c'est la journée que, comme je disais, il y a des gros virus qui se trament, qui se partagent dans la montagne. Moi, j'ai comme attrapé un genre de... une infection respiratoire quelconque, que ce soit une grippe, un rhume, je sais pas, pneumonie, honnêtement, vraiment, vraiment pas en forme cette journée-là. Pourtant, je me sentais bien, puis bref, on commence à monter la montagne, puis tout de suite, mes battements cardiaques sont extrêmement hauts, je respire pas bien, je me sens pas bien, ma tête cogne, mais je me sens juste pas forte. Puis, tu sais, dans le monde de la course ou dans le monde de n'importe quel autre sport, quand tu te sens pas bien, tu es capable de pousser un peu plus loin. Tu sais, tu pousses, puis, tu sais, à la limite, tu vas être un peu fatigué après, puis c'est pas la fin du monde. Mais dans ce cas-ci, j'ai poussé malgré tout jusqu'au sommet de Le Butché. Je suis redescendue, mais c'était au détriment de ma santé. C'était une très mauvaise décision. Et ça, c'est la première fois que je dis là, dans les médias, là, c'est primeur, mais j'ai fait un début d'édème pulmonaire à ce moment-là. Il y a 2 situations critiques que tu ne veux pas vivre en montagne, un HAPE ou un HACE. Édème pulmonaire, édème cérébral. C'est les 2 causes de décès en montagne. Puis moi, malheureusement, c'est ce que j'ai fait, un HAPE, un édème pulmonaire. J'ai commencé à avoir des fluides dans mes poumons. Pourquoi? Parce que mon infection respiratoire, elle a tourné avec l'effet de l'altitude dans ça. Et à partir de ce moment-là, ben, je toussais puis je m'étouffais. Je me sentais pas bien. J'avais de la misère à faire un 50 mètres. On était dans le tout début de l'expédition. Puis c'était déjà... J'ai dû demander à un hélicoptère d'être évacué. J'ai dû redescendre dans un hôpital. Moi, je leur ai dit, j'ai juste une grippe, là, donnez-moi des antibiotiques, c'est correct. Ils m'ont dit, non, ma belle, t'as des fluides dans tes poumons, là. C'est vraiment pas drôle. Ça, c'était pour te préparer pour l'Everest. Exactement. Ça t'a pas découragé. C'est pas juste que ça m'a pas découragé, c'est que
quand tu as un HAPE, normalement, c'est la fin de ton expédition. Pendant une période de 6 mois, tu ne peux pas retourner en altitude parce que tu as des chances de récidive de 70 %. Donc, normalement, les docteurs m'auraient avisé de prendre l'avion de retour à Montréal. Puis c'est des recommandations que j'ai eues aussi. Mais des docteurs sur place qui m'ont vu puis qui ont vu l'état dans lequel j'étais, ont vu que j'étais dans un début d'édème, puis que si mon corps réagissait bien, on allait voir au jour le jour comment ça allait progresser. Puis au jour le jour, mon corps a bien récupéré, puis j'ai pu, parce que j'étais vraiment en avance dans l'expédition, j'ai pu prendre un vrai 2 semaines à plus basse altitude, à 3400 mètres d'altitude, à rien faire, juste me reposer. J'avais des docteurs qui me suivaient, j'avais de la médication aussi. Puis par la suite, j'ai pu recommencer à faire le chemin tranquillement. J'ai refait la randonnée au complet du camp de base de l'Everest pour me réacclimater. Ouais. Puis éventuellement, rendu au camp de base, je suis retournée voir mon ami docteur. Puis là, on a regardé mes lungs. Puis tout était clear. Puis ça a été une bonne décision. Une de tes meilleures. Ouais. Écoute, on achève. Je fais un parallèle boiteux avec le Machu Picchu. Je suis déjà allé. Puis je me suis arrangé pour avoir une photo où j'ai l'air quasiment tout seul, alors qu'il y a plein de monde autour. Est-ce que je juste... Le sommet de l'Everest, c'est pas comme une pointe où ce que vous êtes... c'est-tu grand? Est-ce que il y a quand même une petite plateforme, honnêtement, avec c'est quasiment ça. des bancs, là, puis c'est comme... Ouais, il y a quand même une belle plateforme, puis... Il y a un McDo, il y a... Ouais, c'est le luxe. Mais non, il y avait assez de place pour qu'on soit... Dans mon cas, on était genre 8 environ sur le sommet, il y avait presque personne. Comment tu vis ton sommet? Le monde se parle-tu? Le monde, se fait des les gens high-five? Tout le monde prennent des photos, je dirais, plus. C'est plus... Je pense que c'est... Tu sais, on n'est pas vraiment là. Oui, on vit un moment avec nos Sherpas, respectivement, mais avec les gens d'autres compagnies d'expédition, c'est un peu moins de connexion. C'est un sport très, très, très solitaire, l'alpinisme. Tu sais, souvent, les gens me disent « Ah, t'es-tu allé là avec des amis? » Je suis comme... Quel ami voudrait aller gravir l'Everest avec moi, tu sais? Ben, t'as le caméraman pour ton documentaire. Ben, c'était un Sherpa népalais, tu sais, mon caméraman. Fait que ouais. C'est quand même un moment solitaire, je dirais, que j'ai vécu. Tu le mérites, tu sais. Je veux dire, j'ai monté le Machu Picchu, moi, ce qui n'est pas la même affaire. Non, mais il y a une expression qui dit « faut que tu mérites ton Machu Picchu ». Ouais. J'imagine quand tu arrives en haut de l'Everest, tu veux pas te faire pousser dans le cul par quelqu'un que c'est à son tour. T'as-tu cette pression-là? Non, vraiment pas. OK, là, 5 minutes chaque. À cause que c'est assez large, j'avais quand même assez de place, mais la seule chose, c'est que la descente, elle fait vraiment peur. Puis, il y aura une section assez technique. Moi, tu sais, on dit l'Everest, c'est pas technique, c'est juste haut. L'Everest, quand il faut que tu sois sur le côté de la montagne, là, à genre 8848 mètres d'altitude, là, c'est extrêmement difficile. Donc, la descente me fait peur, puis c'est sûr que j'avais hâte de redescendre. Et en terminant, what's next? Tout doit être plate à ce temps. Fait comment ça va être quoi ton... Tu peux plus topper ça, malheureusement. Ah oui, je peux topper ça. Okay, je te garantis que je peux topper ça. Je peux faire pas mal plus gros. Non, mais honnêtement, les 8000 mètres, c'est clairement des montagnes qui m'attirent énormément. Donc, je vais y retourner. Il y a des montagnes qui n'ont jamais été gravies au Népal aussi. Donc, il y a une petite expédition qui s'en vient éventuellement. Je vais y retourner. J'aime trop ça. Je m'ennuie trop. T'es accro. Est-ce qu'on peut devenir accro de ça? Cette adrénaline-là? Oui, accro, mais il faut être prudent quand même. Puis jamais que ça vienne commencer à nous monter à la tête au niveau égo. Félicitations. Merci. Merci d'être passé. Merci beaucoup.